Aujourd'hui, en Alaska, deux dirigeants internationaux influents et controversés vont enfin se rencontrer. Nous pourrions être en train d'assister au début de la fin du conflit ukrainien ou à un mouvement géostratégique qui redéfinira complètement l'échiquier international. Demain, nous aurons les premières conséquences et bien sûr les premiers commentaires. J'essaierai de les publier dès que possible. Restez attentifs, surtout à ma chaîne Telegram Liusivaya ou Errol Liusivaya, comme sur le reste de mes réseaux sociaux où je publie déjà toutes les informations qui sortent et en plus, j'essaierai aussi d'avancer le rapport de demain. Maintenant, nous sommes pratiquement dans un compte à rebours. L'Air Force One a déjà décollé pour finalement atterrir en Alaska où il y a une base militaire américaine. L'avion présidentiel russe, quant à lui, est déjà sur le point d'atterrir. Pour accueillir Vladimir Poutine, ils ont préparé non seulement 4 chasseurs pour décorer la scène, mais aussi tout un tapis rouge. Une réunion historique tant par le contexte international que par la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Pour la dernière fois, en 2019, et de manière vraiment sérieuse et approfondie, ils ont parlé à Helsinki en 2018. De nombreuses années se sont écoulées et en plus, maintenant le conflit ukrainien est à son point le plus fort. Puisque, et cela, les médias occidentaux auront du mal à vous le raconter. L'Ukraine ne traverse pas seulement une période extrêmement difficile sur le front, mais la Russie a également progressé au cours de ces dernières, presque moins de 24 heures. 10 km de plus, les cartes me sont déjà mises à jour et cela est rapporté. La partie ukrainienne est à environ 10 km plus loin sur la route reliant Konstantinovka à l'agglomération principale de Slaviansk et Kramatorsk. Je rappelle qu'il faut encore libérer par la Fédération de Russie l'ensemble du front et la République populaire de Donetsk. Aujourd'hui, parmi les 3 localités restantes au sud, Iskra a déjà été libérée. Et avec cela, la Russie s'est encore rapprochée de la frontière avec Dnepropetrovsk, une région qui, au départ, n'était pas envisagée, et pourtant, la Russie y progresse déjà petit à petit. Cependant, si la route en question est coupée, ce qui pourrait arriver dans quelques jours, dans environ 2 jours, selon les militaires d'ici. Si les conditions sont favorables, les soldats russes pourraient atteindre la route elle-même, et ensuite voilà. L'Ukraine, bien sûr, essaiera de faire tout son possible pour la défendre, car c'est la seule voie. L'artère qui se trouve à Chinavka, qui est déjà pratiquement encerclée de 3 côtés, au moins. Mais si on coupe l'approvisionnement, on peut déjà parler d'une situation absolument fatale. Cependant, d'après ce qu'on me dit, ici ce n'est qu'une question de temps. Cela, ils le savent en Russie et ils le savent aussi aux États-Unis. Et avec cela, Vladimir Poutine s'envole pour l'Alaska. Ils sont déjà sur le point de se réunir et pour Vladimir Poutine, ils ont préparé une entrée qui semble absolument triomphale. Ce n'est pas le cas pour les journalistes russes qui se sont plaints, parmi eux par exemple, la délégation de Russia Today des conditions dans lesquelles ils devront vivre. Eh bien, je vous montre. C'est ainsi que la presse est censée de la présidence russe va vivre, car même ces partis ne sont pas fermés. Eh bien, quelqu'un a apparemment déjà passé la nuit ici. Et nous avons encore plus de lits par là. Je ne sais pas comment je me sens maintenant. Vous me direz vous-même si c'est normal, je vous rappelle qu'il s'agit d'une base militaire ou si c'est fait exprès comme ça. Quoi qu'il en soit, en ce moment nous sommes dans une situation assez incertaine et ici, en résumé, vraiment en résumé, il y a 3 principales possibilités. Demain, nous verrons exactement lesquelles vont finir par occuper le devant de la scène. En attendant, la première possibilité est qu'il y ait un cessez-le-feu immédiat, la deuxième est que cela n'arrive pas. Et en plus que les négociations empirent et aboutissent à un résultat négatif. Et donc très probablement, nous verrons un renforcement et une intensification des hostilités.
Et la troisième, qui me semble personnellement la plus probable, voyons, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il y aura vraiment une négociation? Et là, dans ce contexte, ce ton de marchandage de territoire d'ici contre un cessez-le-feu là-bas entre en jeu et on aurait une sorte d'accord sur mesure. Donald Trump, avant de partir pour l'Alaska, a déjà affirmé qu'il refusait l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Ni d'aucune garantie de sécurité pour l'Ukraine dans ce contexte, ce qui représente déjà une énorme concession pour la partie russe. En Ukraine, bien sûr, tout comme au sein de l'Union européenne, ils sont extrêmement inquiets car leur avenir pourrait se décider sans même qu'ils soient présents à la table des négociations. Des mèmes montrent une grand-mère avec le visage de Vladimir Zelensky. On a vu cette image attendre à l'aéroport d'Alaska, espérant au moins pouvoir capter quelques informations sur cette réunion. Cela montre encore ce que nous avons souvent répété ici. L'Ukraine n'a aucune souveraineté car son avenir est en train d'être négocié entre deux puissances qui, en principe, ne devraient rien avoir à voir avec l'Ukraine. Je le répète, si c'était un vrai État souverain. Comme feuille de route principale. Parmi les délégations, il est bien sûr prévu d'aborder la question du conflit ukrainien, la recherche de la paix. Cependant, il y a plusieurs facteurs que nous devrions prendre en compte et qui seront très probablement présents à la table des négociations sans être annoncés directement. Et ils concernent les territoires, la concession d'un côté et bien sûr l'accueil. Disons-le ainsi, parce qu'une fois que cela est inscrit dans la Constitution, effectivement, cela lui donne une valeur bien plus élevée. De la part, j'imagine que dans ce cas, surtout de la Fédération de Russie, en second lieu, les questions commerciales, très probablement la levée des sanctions ou même leur durcissement. Et aussi, une troisième question, et celle-ci aura probablement à voir avec la question énergétique. Certains accords pourraient exister directement entre la Russie et les États-Unis. Parce que je doute fort que Vladimir Poutine et Donald Trump annoncent une conférence de presse après la réunion qu'ils vont avoir. Et il a déjà été annoncé qu'elle va durer au moins 6 ou 7 heures. Ce sera une réunion 5 contre 5, c'est-à-dire 5 personnes de la délégation américaine et 5 personnes de la délégation russe. Bien sûr, annoncée. Une conférence de presse ultérieure, je répète, sans y assister. Même s'ils sont à peine sûrs d'un résultat, même si c'était quelque chose d'à peine, pardonnez la redondance. Positif, eh bien, je ne pense pas que ce serait raisonnable de la part des deux parties. Et en plus, nous ne parlons pas ici de n'importe quel type de dirigeant. C'est-à-dire, il est peu probable que nous assistions à une scène comme celle que nous avons vue à la Maison-Blanche à l'époque, une scène absolument honteuse. Vladimir Zelensky, qui n'a pas su se comporter face à Donald Trump, ni face à son vice-président, et là, il a reçu de la part des États-Unis tout sauf des éloges. Avec Vladimir Poutine et Donald Trump, cela n'arrivera pas. Voilà l'essentiel de ce que nous savons sur la réunion et dès que les premiers des résultats apparaîtront, bien sûr, nous serons là pour les commenter. Si vous le souhaitez. Mon avis personnel, je pense que cela va surtout être, oui, très pompeux, très important, très historique et tout ce que l'on veut. Mais au final, c'est une pilule médiatique, c'est important pour la Russie, c'est aussi important pour les États-Unis. Surtout en tenant compte du fait que la partie américaine a déjà nommé Donald Trump pour le prix Nobel de la paix. Comme son ami Bombama, comme on dit, même s'il n'a pas vraiment une grande opinion de Barack Donald, il semble qu'il veuille obtenir exactement le même titre. Et je vous dirai que c'est à peu près avec les mêmes antécédents. C'est-à-dire une vraie paix, il n'en est pas question, et il n'est pas non plus question d'aucun type de dialogue. C'est un pays qui vient tout juste de bombarder l'Iran, qui n'est rien de moins qu'un pays souverain, que cela nous plaise ou non. Cela dit, un accord concernant le conflit ukrainien va prendre énormément de temps. Cela va aussi demander
Non seulement du temps, mais aussi énormément de volonté des deux parties. Et ici, je fais référence à la partie russe et à la partie américaine, qui sont les deux seules qui comptent vraiment. Donc je pense que cela se fait pour que Donald Trump puisse leur donner quelque chose, surtout Donald Trump. Parce que Vladimir Poutine a la tâche beaucoup plus facile et son pays le soutient de manière bien plus importante. On va là où ça mène donc pour que Trump puisse donner quelque chose aux médias. C'est-à-dire, effectivement, nous négocions ce qui a été obtenu. C'est un accord historique, la Russie est prête à ceci, cela et autre chose. Cependant, il nous faudra du temps pour définir les termes de cet accord. Et là, eh bien, ça va durer longtemps. Et très probablement, nous irons exactement jusqu'au moment où la Fédération de Russie aura libéré ce qui ne semble plus être si loin que ça. La République populaire de Donetsk, parce que celle de Louhansk l'est déjà, et nous verrons ce qui se passe finalement avec Kherson et Zaporizhia. À partir de là, vous me direz si cette réunion va être une sorte de tournant décisif, géopolitique, ou si c'est simplement enveloppé dans un papier extrêmement joli, mais une pilule un peu vide de contenu.